Et cette guerre qui est en train d'être préparée ne résoudra aucun problème. Elle n'en créera que de nouveaux, avec encore bien d'autres dimensions beaucoup plus profondes qui traumatiseront des générations entières, et ainsi de suite. L'Allemagne est la plaque tournante de la guerre à venir, et ils en sont même fiers. Je me souviens très précisément, en 49 ou 50, nous étions allés voir des amis à Brême. J'ai marché dans des rues où il y avait des maisons brûlées. Je les ai senties. J'avais cette odeur d'incendie dans le nez, et je savais seulement qu'une guerre devait être quelque chose de terrible. Les Allemands dorment-ils vers leur perte? Non, ils ne dorment pas vers leur perte. Alors, ils sont dans un coma profond. À contre-courant. Bonjour et bienvenue dans À contre-courant. Nous présentons des positions et des perspectives que les médias de propagande passent sous silence. Au bout de 3 jours, il aurait été rayé de la liste de ravitaillement avec son dispositif de barrage nucléaire. En 1973, le capitaine Wolfgang Effenberger était responsable à Munich de la planification opérationnelle en cas de conflit nucléaire, notamment de la mise en place de pièges nucléaires, afin qu'aucune armée du pacte de Varsovie ne puisse progresser à travers l'Allemagne. Depuis, une question le préoccupe. Pourquoi le monde ne trouve-t-il pas la paix? Aujourd'hui publiciste, il a écrit de nombreux livres, dont celui-ci, le livre noir de l'Union européenne et de l'OTAN. Bienvenue, Wolfgang Effenberger. Oui, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Et bien sûr, j'ai hâte de faire cette interview avec toi. Il n'y a aucun doute là-dessus. En politique, on dit que nous devons redevenir prêts à faire la guerre. Est-ce juste? Ce n'est certainement pas juste. Je pense au contraire que face à ces 2 guerres mondiales dévastatrices, qui ont laissé tant de misère et de souffrance, il n'y a qu'une seule obligation pour ce pays, devenir apte à la paix. C'est d'ailleurs l'exigence inscrite dans la loi fondamentale. Donc, certainement pas devenir apte à la guerre. Les souffrances et les destructions qui s'abattraient alors sur cette population sont inimaginables. Le seul à avoir compris cela, c'est l'écrivain et directeur de théâtre Bertolt Brecht, en 1951. Dans le contexte du réarmement, il a écrit une lettre aux écrivains, surtout, et aux artistes. Il y a formulé une comparaison intéressante, une image intéressante qui est aujourd'hui tout à fait valable, à mon avis. Il a écrit « Carthage fut autrefois un grand pays. Après la première guerre punique, elle était encore puissante. Après la deuxième guerre punique, elle était encore habitable. Et après la troisième, on ne pouvait plus la retrouver. » C'est le sort qui attend l'Allemagne en cas de conflit grave. C'est exactement ce qui attendra l'Allemagne. Pourquoi nos responsables politiques parlent-ils alors de capacité à faire la guerre? Qu'est-ce qui les pousse? Je ne les comprends pas. Je ne comprends pas. Ils semblent avoir complètement perdu de vue l'histoire allemande, de 1914 jusqu'au moins 1945. Peut-être aussi parce qu'ils sont nés après cette époque. Moi aussi, personnellement, je suis né après la guerre. Mais au moment de mon expulsion, ma mère était enceinte de moi de 8 mois. J'ai ensuite grandi dans le nord de l'Allemagne. Et je m'en souviens très précisément. Quand en 1949 ou 50, nous sommes allés voir des amis à Brême, j'ai marché dans des rues où il y avait des maisons incendiées. Je l'ai senti. J'avais cette odeur de brûlé dans le nez. Et je savais seulement que la guerre devait être quelque chose de terriblement grave. Et puis, à travers ce récit, et bien sûr aussi en ayant grandi dans le camp de personnes déplacées, il n'y avait que des femmes, des enfants et des personnes âgées qui ne faisaient que pleurer. Ça m'est resté en mémoire, et ça restera gravé à jamais.
C'est pourquoi je pense que nous devons tout faire pour empêcher que cela se reproduise. Et ce que je sais de l'histoire, c'est que les guerres n'ont jamais résolu les problèmes. Jamais. Et cette guerre qui se prépare aujourd'hui ne résoudra pas non plus les problèmes. Elle n'en créera que de nouveaux, avec bien d'autres dimensions, beaucoup plus profondes, traumatisantes pour des générations entières, et ainsi de suite. Pourquoi la guerre est-elle quand même planifiée? Oui, enfin, je ne comprends pas. Je dois le dire très honnêtement. Il existe un plan opérationnel pour l'Allemagne qui est secret. Sais-tu ce qu'il y a là-dedans? Non, un peu. Le général 3 étoiles Bodemann parade dans les talk-shows, chez Lanz et ailleurs, en se donnant des airs très mystérieux. Mais d'un autre côté, il révèle aussi quelle mission prévoit ce plan. Entre autres, que l'Allemagne soit le pays hôte. Cela veut dire que l'Allemagne est la plaque tournante de la prochaine guerre. Et ils en sont même fiers, la plaque tournante de la prochaine guerre. Et ici, les troupes alliées doivent donc être accueillies depuis la côte de la Manche ou de la mer du Nord, traverser le pays, puis être acheminées jusqu'au flanc oriental, comme on l'appelle si euphémiquement. Et pendant ce transport, l'Allemagne doit tout prendre en charge. Elle doit assurer le ravitaillement sous tous ses aspects, y compris les soins médicaux. Et quand des centaines de milliers de soldats arrivent, cela représente beaucoup de choses. Il faut les nourrir, et ainsi de suite. C'est l'une des tâches. Et le général Bodemann dit aussi ceci. La Bundeswehr elle-même, avec ses cuisines de campagne, est déjà au front. Nous ne les avons plus du tout. Cela signifie par exemple que dans les hôpitaux, des civils blessés, des personnes victimes d'un accident ou d'un AVC doivent passer après et attendre lorsque des soldats blessés arrivent. Cela est dit ouvertement. D'abord ici, il s'agit de la prise en charge. Ce sont encore des soldats en bonne santé. Tant qu'ils arrivent, ils sont encore dans une large mesure en bonne santé. Sauf si, bien sûr, des attaques aériennes ont déjà lieu pendant leur acheminement. Et on peut s'y attendre. Dès l'acheminement, dès le débarquement sur la Manche ou sur la mer du Nord, il y aura déjà les premiers blessés, les premiers morts. On peut le dire ainsi. Ceux dont on a encore besoin, comme chair à canon, ont la priorité. C'est ça, exactement. Et Bodemann dit aussi que les équipes médicales seront alors elles aussi au front, que la Bundeswehr n'aura plus rien et que ça sera ensuite transféré vers des structures civiles, c'est-à-dire la Croix-Rouge, les Johannites, les Maltais. Et je dois dire, à quel point faut-il être naïf, ces jeunes qui travaillent dans ces secteurs caritatifs. Il y en a aussi beaucoup qui viennent de l'étranger. Ils diront, moi je ne marche pas là-dedans. C'est tout simplement trop dangereux ici et je ne suis pas du tout soldat. Je vais faire en sorte de quitter ce pays et le plus vite possible. Et on ne peut dire ça que si on n'a jamais été à l'hôpital. Moi j'ai eu la chance, il y a 2 ans, de passer 11 jours à l'hôpital à cause d'une chose dont on ne savait pas d'où elle venait. Mais pendant 11 jours, j'ai pu étudier notre système hospitalier et ça a été extrêmement instructif. Je me suis très bien entendu avec les jeunes. Ils me demandaient toujours ce que je voulais. Et ils venaient tous soit d'Indonésie, soit de Thaïlande ou d'ailleurs. Des jeunes très gentils, très aimables, très intelligents, autour de 25 ans. Je leur ai demandé « Qu'est-ce que vous ferez si la guerre éclate maintenant ?» Ils m'ont regardé avec de grands yeux. Alors là, on rentrera très vite chez nous. Le plan opérationnel Allemagne prévoit d'orienter toutes les forces du pays vers une guerre à venir. Et tout le monde y participe. Comment tu t'expliques ça? Moi, je ne comprends pas. Enfin, je peux seulement me l'expliquer. Si, je peux me l'expliquer. La propagande, c'est encore un vaste sujet là. Ça pourrait en fait nous occuper toute la matinée. Aujourd'hui, la propagande est d'une subtilité extrême. Et ça rejoint aussi, encore une fois, cette forme de guerre
appelée Omniwar. Nous connaissons déjà avec Tögl la guerre cognitive. Jonas Tögl, chercheur en propagande à l'université de Ratisbonne. Et Omniwar signifie que tous les domaines de la vie sont impliqués dans une guerre. Cela remonte à 40 ans. Toute cette évolution, le transhumanisme et cette emprise sur l'âme humaine, si je puis dire, ou sur le cerveau, les interfaces entre l'homme et la machine, et ainsi de suite. Tout cela vient de l'armée américaine, et l'amiral Owens en était responsable il y a 50 ans, je dirais. Willy Wimmer a également parlé avec lui. Et à l'époque, on avait déjà expliqué à Willy Wimmer au Pentagone que Willy Wimmer, qui était secrétaire d'État au sein du gouvernement fédéral sous Helmut Kohl. Exactement. Et puis, de 1993 à 2000, il a aussi été vice-président de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE. Les responsables politiques disent que nous devons être prêts à une guerre avec la Russie d'ici 2029. Cela veut dire qu'il nous reste encore 3 ans. Est-ce réaliste? D'où viennent ces 3 ans? Elles sont bien sûr purement fictives. Ces 3 années, certains parlent même de 2030. Je ne sais pas qui a inventé ces 3 années. Mais si l'on pense qu'en 1936, la Wehrmacht n'avait que 100 000 hommes, sans service militaire obligatoire, et 3 ans plus tard, une armée de 2,5 millions de soldats parmi les mieux entraînés, avec une force aérienne redoutable, comme le monde n'en avait encore jamais vu, envahit la Pologne. Donc, ce n'était pas 3 années. Ce serait donc possible, mais dans la situation actuelle, grâce à Dieu, ce n'est pas possible. On ne parviendra pas à instaurer cette disposition à la guerre, parce que la population a beaucoup entendu ses grands-parents, je pense, raconter l'histoire de la famille. Il y a aussi beaucoup de personnes déplacées qui connaissent encore cette triste histoire familiale. Je le pense, oui. Mais d'un autre côté, on me rapporte que justement dans les lycées, cette disposition à la guerre trouve à nouveau un terrain favorable. Que de jeunes gens, de jeunes hommes comme de jeunes femmes de 17, 18 ans sont convaincus qu'il faut défendre cette démocratie contre le méchant russe. Et cette propagande semble y trouver un terrain favorable. Pas chez beaucoup, certes, mais lorsqu'une telle dynamique se produit dans une classe de terminale, lorsque les meneurs, disent « évidemment, nous devons le faire », puis nous devons défendre ce pays, cette liberté, cette démocratie contre un système autoritaire. Nous ne voulons pas vivre sous un tel régime. Or, Poutine a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'avait absolument aucun intérêt à attaquer l'OTAN. D'où vient donc cette peur d'une attaque russe? La peur d'une attaque russe, cette peur, nous l'avons évidemment. C'est une propagande qui remonte encore à Goebbels. Ça remonte si loin. Et bien sûr, oui, la peur du russe n'est au moins en partie pas injustifiée. Si l'on pense qu'au 1er août 1914, à l'est de la Prusse orientale se trouvait l'armée de Rennenkampf, l'armée russe, et au sud, l'armée de Samsonov. Dès le 1er août, et peu avant, Guillaume II avait demandé au tsar de retirer la mobilisation générale. Sinon, l'Allemagne devrait elle aussi mobiliser et déclarer la guerre. Ce qui s'est d'ailleurs produit quelques heures plus tard. Et puis il y a eu cette gigantesque bataille de Tannenberg. Eh bien, c'était le cas. Cette guerre a été menée dès les premières semaines d'août 1914. Là-dessus, on pouvait évidemment s'appuyer et dire « mais c'était, bien sûr à l'époque, un plan d'attaque de la Russie et de la France. La France avait le plan de guerre 17 et voulait, tandis que l'Allemagne avait le plan Schlieffen, qui est bien connu, les Français avaient donc le plan 17 pour leur armée. Ils voulaient percer dans le sud de l'Allemagne, près de Strasbourg et de Mulhouse, afin de rejoindre l'armée russe à Berlin.
Mais cela n'explique pas pourquoi la propagande circule aujourd'hui. Non, cela n'explique pas du tout. Mais on l'a utilisé. On a pu l'utiliser. C'est toujours comme ça avec la propagande. La propagande la plus dangereuse, évidemment, c'est celle où l'on a une part de vérité et où l'on dit « ça c'était le cas, on peut le prouver », et ainsi de suite, même si cela ne correspondait plus du tout à la réalité et ne lui correspond toujours pas. Si l'on pense au traité de Rapallo en 1922 entre l'Union soviétique de l'époque et l'Allemagne, la démocratie allemande, entre le chancelier Wirth et le ministre des Affaires étrangères Rathenau. Il s'agissait du fait que ces deux pays, ces pays parias, n'étaient pas autorisés à siéger à Genève ou à y être accueillis comme les autres pays de la Société des Nations. L'Allemagne devait payer les réparations prévues par le traité de Versailles. Elle n'était pas intégrée à la Société des Nations et l'Union soviétique, en tant que pays communiste, était un paria. Et ils se sont unis. Ils ont alors immédiatement conclu ce traité. Aide mutuelle, aide économique, et ainsi de suite. Et de là s'est développée une coopération étroite, y compris dans le domaine militaire. La phrase du ministre allemand des Affaires étrangères en exercice, « La Russie sera toujours notre ennemi », est donc historiquement exacte. Pas du tout, non. Dès 1922, ce n'était déjà plus le cas. 8 ans seulement après l'attaque de 1914, tout cela n'était déjà plus vrai. Les Russes, enfin, l'Union soviétique, ont permis au gouvernement de Weimar de contourner le traité de Versailles et d'entraîner ses troupes blindées en Union soviétique. Les troupes blindées et l'armée de l'air ont donc été formées en Union soviétique, celles qu'elles ont ensuite attaquées. Et pourtant, le futur Führer et chancelier du Reich, Adolf Hitler, écrit dans une lettre « Nous enfonçons la porte aux bolcheviks et toute la maison s'effondrera ». Il s'exprime de manière similaire à la page 750 de son ouvrage « Mein Kampf ». D'où vient cette mégalomanie? A-t-on sous-estimé l'adversaire? Pour moi, c'est totalement incompréhensible. L'attaque contre l'Union soviétique, je ne peux tout simplement pas l'expliquer, encore aujourd'hui. Et c'était bien le cas. L'ancien général, devenu ensuite professeur de géographie, Hochhofer, avait déjà des contacts avec le ministère des Affaires étrangères par l'intermédiaire de son fils, et il avait aussi le droit d'être reçu par Adolf Hitler. Il a toujours mis en garde contre une attaque de l'Union soviétique. Il disait « ça ne peut pas marcher. Nous devons entretenir des relations amicales avec l'Union soviétique. » Mais quand on dit c'est « nous avons la partie facile, nous enfonçons la porte et ça marchera », tout le système s'effondrera alors sur lui-même. Cela ressemble donc à des réflexions qu'on entend aujourd'hui. Nous devons mettre la Fédération de Russie sous pression et cela provoquera bien la chute de Poutine. Cette attaque contre l'Union soviétique en 1941 est incompréhensible. Avant cela, en août 1939, il y avait le pacte Hitler-Staline, par lequel on avait conclu un accord de paix. Et c'est l'Allemagne qui l'a rompu. Ce qui a poussé le gouvernement du Reich allemand à agir ainsi en 1941 est incompréhensible. Si la politique actuelle retombe dans un danger comparable, cette fois-ci, ce sera fatal. Cela déclenchera exactement ce que Bertolt Brecht avait prédit. Exactement. Et comme je l'ai dit, en 1967, lorsque la question du réarmement est redevenue aiguë, j'ai pris le transsibérien de Moscou à Irkoutsk, malgré mon niveau d'habilitation de sécurité maximale, qui aurait dû m'interdire de voyager. J'ai regardé les infrastructures et constaté que les infrastructures, les usines et les installations, les voies ferrées, et ainsi de suite, étaient totalement délabrées. Ce pays n'était donc pas en mesure de faire la guerre en 1977.
Et c'est ce que j'ai ensuite rendu public. Mais ce réarmement était voulu. L'Union soviétique était complètement à bout à cause de cette course aux armements. Et bien sûr aussi à cause de ce que la politique américaine avait déjà fait, toujours dans la lutte contre l'Union soviétique. Ce pays était donc déjà complètement à bout à cause de cette course aux armements. Et aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, je pense que c'est différent. En 2023, je suis retourné dans la région de Sverdlovsk, à Yekaterinbourg, et j'y vois des installations industrielles parfaitement intactes, ce qui se fait de plus moderne. Ce n'est donc pas comparable. La Russie d'aujourd'hui a appris et ne se laisse pas provoquer de cette manière. Ils ont progressivement renforcé leur capacité de défense et ont aujourd'hui atteint un niveau où une victoire des Américains est totalement exclue. Comment expliquez-vous alors ce discours au flambeau du général Freuding en Lituanie? Cède-t-on de nouveau à l'illusion qu'on pourrait vaincre la Russie? Oui, alors le général Freuding, c'est aussi un nom qui me hérisse. Je ne le suis même plus. Je ne peux tout simplement pas l'écouter. Je me demande, qu'est-ce qui prend ces gens-là? Il était aussi le coordinateur du soutien à l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils n'ont donc plus aucun sens des réalités, à mon avis. Ou bien est-ce que leur carrière leur brouille la vue, disons? Je ne sais pas. Je ne comprends tout simplement pas. Peut-être que le plan opérationnel Allemagne a moins de sens sur le plan militaire que sur le plan économique. Serait-ce une option? On ne peut pas séparer les deux. Ce qui se passe ici aujourd'hui, dans cette préparation à la guerre, à mon avis, cette préparation à la guerre a déjà ou aura des conséquences tout à fait comparables aux conséquences visibles d'une guerre. Des fonds qui sont retirés ailleurs dès maintenant. C'est tout à fait clair. Si je veux établir un budget avec 5% pour le budget militaire, quand on pense qu'en 2024, le budget fédéral représentait 10,9% au total, et 5%, c'est presque la moitié. Donc, nous devons maintenant consacrer la moitié de cela à l'armée. Il ne restera plus grand-chose pour l'éducation et le social. Eh bien, nous sommes dans une situation où les sanctions contre la Russie se sont révélées être un boomerang. Avec ces prix élevés de l'énergie qui résultent des sanctions, l'économie allemande ne peut pas être compétitive parce que nous avons besoin, par exemple, de gaz américain. L'économie allemande est en chute libre. La désindustrialisation et les délocalisations d'emplois sont en cours. Est-ce qu'on essaye de s'en sortir tant bien que mal avec une forme de keynésianisme de l'armement? Oui, peut-être que cela aidera les uns ou les autres, mais ça ne résoudra pas le problème. Au contraire, cela détruira durablement le pays, sans qu'aucune bombe ne tombe ici. Le degré de destruction s'enracinera très profondément, avec toutes les conséquences pour les gens qui finiront de toute façon par perdre complètement confiance en cet État et donc aussi, bien sûr, en la démocratie. C'est une évolution absolument fatale, qui ouvre alors la porte à des structures que très certainement nous ne voulons pas. La seule chose que nous devons faire, c'est tirer les leçons de l'histoire. Nous devons enfin prendre à cœur ce qui est inscrit dans la loi fondamentale, ce que les pères et les mères de la loi fondamentale, qui ont vécu la Première et la Seconde Guerre mondiale, ils ont vécu les deux et en ont tiré cette loi fondamentale, nous ont laissé. Et dire, nous devons devenir capables de faire la paix. Et quand je pense à cela, ça me met vraiment en colère. Le 17 décembre 2021, donc 4 semaines avant le début de la guerre en Ukraine, Poutine a fait ce qu'il avait toujours voulu faire. Il a écrit 2 lettres, l'une aux États-Unis et l'autre à l'OTAN. Il y demandait, ou plutôt il sollicitait, un accord de sécurité progressif et viable sur 3 générations. C'était son souhait. Et les points qu'il y énumérait, je dois dire que je pourrais finalement les signer tous. Il y en avait 8.
Sauf un, celui qui a fait s'échauffer les esprits ici. Mais c'était une base de discussion, une base de travail. Il s'agissait de limiter l'évolution de l'OTAN à l'année 1987. Donc en partie, de retirer l'OTAN d'Europe de l'Est. Eine Rückführung der NATO aus Osteuropa zum Teil. C'est la seule chose qui ait autant fait réagir l'Occident. Et le secrétaire général de l'OTAN de l'époque, Jens Stoltenberg, a écrit « Bien sûr, nous n'avons pas accepté cela ». Autrement dit, il voulait la guerre. Et qu'il voulait la guerre, je le savais déjà auparavant parce que, enfin, l'OTAN a provoqué la guerre en Ukraine. Est-ce que je vois juste? Sehe ich das richtig? Oui, bien sûr. Nous avons donc, comme je l'ai dit, ces documents du TRADOC, le Training and Doctrine Command. Les États-Unis l'ont créé en 1973. Qu'est-ce qu'on y trouve? C'est tout simplement un commandement, il faut le savoir. Nous avons créé un commandement dirigé par un général 4 étoiles et il prescrit à l'armée de terre, à l'armée de l'air, à la marine, au cybercommandement, à tous les commandements, ce à quoi ils doivent se préparer. C'est donc un commandement extrêmement important. Il rédige de nombreux documents. Et ce commandement a été créé en 1973 par nécessité. Parce qu'au vu de la guerre du Vietnam perdue, il savait qu'il y aurait des turbulences aux États-Unis. Il y avait déjà eu des manifestations contre la guerre du Vietnam et ainsi de suite. Donc, vu la situation dans le pays et dans le monde, il fallait quelque chose pour préparer une sortie du déclin. C'est pour ça qu'il y a eu ce Training and Doctrine Command, qui a réellement élaboré des doctrines sur la manière de continuer à opérer avec succès dans le monde. Qu'est-ce qu'on y trouve? C'est un commandement qui a été créé avec pour mission de remettre l'armée à niveau. En 1973, après la guerre du Vietnam, elle était dans un état désastreux. Il fallait qu'elle redevienne une armée pleinement opérationnelle et que la population soutienne aussi le fait que les États-Unis disposent d'une armée puissante, capable d'agir dans le monde. Ils ont donc produit un certain nombre de documents, ils ont réorganisé l'armée, l'ont remodelée, et ainsi de suite. En quelque sorte, ce commandement a pris en charge la réflexion pour construire une armée puissante, qui bénéficie aussi d'un soutien dans le pays. Comment ça devrait-il être réalisé? Cela devait être obtenu, oui, naturellement aussi par des mesures politiques appropriées. Montrer la nécessité des guerres, faire en sorte que les États-Unis affichent leur présence dans le monde, et ainsi de suite. C'est l'attitude américaine typique qui consiste à dire « D'accord, nous sommes les policiers du monde, nous sommes indispensables », et ainsi de suite. Tout ce qu'on peut préparer sur le plan politico-propagandiste. Et l'objectif, c'était aussi cela. L'Union soviétique était l'adversaire. Elle devait être démantelée. À l'époque, nous étions encore dans une bipolarité, c'est-à-dire les États-Unis et l'Union soviétique. Et cette bipolarité devait être dépassée. Cela a commencé notamment avec le TRADOC. Puis sous Reagan, le président américain de l'époque, cela est devenu vraiment visible. Oui, le président, c'est lui qui a élaboré toutes les doctrines de sécurité. Il y en a 3 ou 4 qui visaient réellement le cœur de l'Union soviétique. Et ce concept est réajusté au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, puis modifié avec Paul Wolfowitz, qui était alors chargé de ces questions. Merci pour cette précision. Donc rappelons-nous, ils ont réussi à ce moment-là. L'Union soviétique était en train de s'effondrer. Elle était tout simplement dépassée sur le plan économique. Elle était à bout. Et puis, le 11 septembre 1990, George Herbert Bush, le président de l'époque, a prononcé un discours à la nation. Dans ce discours, il a appelé à aller vers un nouvel ordre mondial, donc en route vers un ordre mondial unipolaire. C'était le coup de clairon du 11 septembre 1990.
Et les réflexions de Wolfowitz visaient à ce que les Américains soient la seule puissance dominante dans le monde unipolaire et ne tolèrent aucun concurrent à leur côté. Et Wolfowitz est devenu secrétaire adjoint à la Défense, le 11 septembre, vers un nouvel ordre mondial. Et en janvier, l'Union soviétique avait pris fin le 31 décembre. La guerre contre l'Irak a déjà commencé. C'était une guerre dont Kohl s'est certes tenu à l'écart, mais je crois que, par tête, chaque Allemand a dû payer 1000 marks. Nous avons tout simplement acheté notre non-participation, et les Américains ont bien sûr veillé à ce que Et cela se voit aujourd'hui. Nous avons jeté notre non-participation. Oui, il a payé. Il a dit que la Bundeswehr ne pouvait pas le faire, que nous ne pouvions pas participer à cette coalition des volontaires. Et surtout, il a dit que la loi fondamentale ne le permettait pas non plus, et que la population n'y était pas préparée. Il pouvait tout à fait le justifier. Kohl s'était donc, à juste titre, tenu à l'écart de la première guerre d'Irak. Et puis, il se passe aussi la chose suivante. Après cette première guerre d'Irak, où l'on s'est contenté de payer, et beaucoup. Si je me souviens bien du chiffre, c'était 1000 marks par habitant. Et bien sûr, pour une population de 78 millions de personnes à l'époque, ça représentait déjà une somme considérable, disons. Ensuite, il a fallu faire autre chose, engager la Bundeswehr. Or, cela non plus n'était absolument pas autorisé. Pendant ma formation d'officier, des opérations à l'étranger auraient tout simplement été impensables. Tambliss. Ça a changé. Oui, au plus tard avec la guerre contre la Serbie, qui était elle aussi contraire au droit international. Puis il y a eu la Somalie. En 1993, juste après cette guerre, on a eu cette idée. La Bundeswehr allemande part maintenant en Somalie, dans cette guerre, car c'était aussi une guerre en Somalie. Mais elle ne participe pas au combat. Elle va y creuser des puits et approvisionner la brigade indienne, en nourriture, en moyens sanitaires, et ainsi de suite. Évidemment, c'était des mesures auxquelles tout citoyen de ce pays pouvait adhérer. Puis on a envoyé ce contingent de la Bundeswehr en Somalie. Il était gardé par les Italiens, je précise. Ils n'avaient même pas le droit d'assurer leur propre protection. Ils ont alors essayé de creuser des puits, mais cela a aussi été un fiasco. Mais ce n'était pas du tout le but. Le seul objectif était de montrer que la Bundeswehr était désormais, elle aussi, en Somalie. Et cela rend très clairement visible pour tout le monde que c'était en quelque sorte une mise en scène, puisque la brigade indienne qui devait être approvisionnée n'est jamais venue. Mais du point de vue américain, il s'agissait aussi d'entraîner progressivement l'Allemagne dans des guerres par procuration. Exactement, c'était la seule mesure. Pour moi, c'était clair dès le départ. Et c'est à partir de là, bien sûr, que la Bundeswehr s'est progressivement laissée entraîner dans toutes sortes d'interventions à travers le monde, jusqu'en Afghanistan, partout. Et ça, vraiment, pour moi, c'est pas compréhensible. Et l'étape suivante a effectivement été le bombardement de la Serbie. Des tornados allemands ont alors effectué des survols, soi-disant à des fins de reconnaissance, donc pour repérer les cibles. Mais ils ont aussi essuyé des tirs. Eh bien, les pertes dues au bombardement de l'OTAN pendant ces 78 jours et nuits sont relativement faibles. Et la Bundeswehr, ou l'armée de l'air allemande, y a participé. Peu importe qu'un avion effectue des missions de reconnaissance ou qu'il largue des bombes. Dans les deux cas, il participe à la guerre. On ne peut pas dire que l'un appuie sur le bouton pour larguer une bombe, tandis que l'autre appuie seulement sur le bouton pour déclencher une caméra, afin d'identifier des cibles et de pouvoir mieux bombarder. C'est bien de cela qu'il s'agit, au final, pour que les cibles soient ensuite bombardées encore plus efficacement.
Cela fait donc partie de la conduite de la guerre. Là, on ne peut pas faire de distinction. Le chancelier fédéral de l'époque, Gerhard Schröder, a d'ailleurs déclaré plus tard « C'était certainement une guerre contraire au droit international, mais je l'assume ». Qu'en pensez-vous? Oui, là, le parquet aurait dû intervenir. Et l'amiral Schmeling l'a fait. Il a porté plainte contre tous les membres du gouvernement qui en étaient co-responsables. Pour violation de l'article 26, je crois oui, le 26, selon lequel la guerre d'agression est punissable, et ainsi de suite. Or, il y a clairement eu participation à une guerre d'agression, d'une manière ou d'une autre. Et puis, le procureur général fédéral a rejeté cette plainte en disant « Non, les représentants du gouvernement fédéral ne se sont pas rendus coupables d'une infraction. » Et c'est là que vient le tour de passe-passe, car la loi fondamentale punit la préparation d'une guerre d'agression. Mais ils n'ont pas participé à la préparation, seulement à l'exécution. Et cela n'est pas puni. Eh bien, le parquet, le pouvoir général fédéral, est une sous-autorité mise aux instructions. Oui, quelle blague, quelle blague. Je veux dire, si déjà la planification est passible de sanctions, alors a fortiori la participation à l'exécution. Non, on a glissé progressivement dans cette participation à la guerre. Et quand je pense que cette guerre s'est terminée au bout de 78 jours, il n'y a pas eu de guerre au sol parce que Milosevic, le président de l'époque, a obtenu ce qu'il voulait depuis le début. À Rambouillet, il avait signé tout ce que l'Occident avait proposé en matière d'autonomie pour le Kosovo. Il avait tout signé, et on devait le piéger. Et on l'a piégé grâce à Joschka Fischer, ministre des Affaires étrangères, avec Madame Albright. Ils lui ont alors ajouté une annexe, l'annexe B, qui demandait à la Yougoslavie de livrer à l'OTAN l'ensemble du pays, par eau, par air et par terre. Et cela aurait été, au fond, une capitulation sans condition. Oui, et il ne l'a pas signé. Washington ne va pas le signer. Et j'ai lu le livre d'Oscar Lafontaine, Mon cœur bat à gauche. L'ancien ministre des Finances y a très clairement décrit ce qui s'était passé au sein du cabinet. Le ministre des Affaires étrangères avait affirmé qu'il ne connaissait pas le traité. Il n'avait pas fait de distinction. Il avait dit qu'il ne connaissait pas l'annexe, alors que nous ne savions rien du tout de cette annexe. Donc, on est entré dans cette guerre sur la base d'un mensonge. Et je trouve que c'est une faute originelle qui, pour moi, est absolument incompréhensible. Et surtout, ça n'a pas été examiné par la suite. Ça a commencé par un mensonge et ça a continué avec des mensonges. Après le 11 septembre, l'attaque des Américains contre l'Afghanistan, et maintenant la Bundeswehr est censée venir creuser des puits. Oui, exactement. L'attaque contre l'Afghanistan, c'était le général Wesley Clark. Il a appris au Pentagone, par un ancien subordonné qui se trouvait sous les ordres de Rumsfeld, ce qui était prévu. Dans les 14 premiers jours, il était prévu d'attaquer 7 pays. Et là, mon Dieu, le général Wesley Clark l'a rendu public en 2007. C'est vraiment scandaleux. Or, l'Afghanistan ne figurait même pas sur la liste. Quels autres pays étaient envisagés à l'époque? L'Iran y figurait aussi. L'Afghanistan était le seul à ne pas y figurer. Mais il y avait la Syrie, la Libye, la Somalie, le Soudan, et ainsi de suite. Donc là où ça brûle partout en ce moment, ce sont majoritairement aussi des pays où il y a des ressources naturelles. D'une part ça, et d'autre part, des pays qui se trouvent tous dans l'environnement, dans la zone d'influence du commandement central régional américain. Les États-Unis ont en quelque sorte couvert le monde entier avec 6 commandements régionaux. Et le commandement central américain se trouve là, donc de l'Égypte jusqu'au Kazakhstan. Des pays qui sont plus ou moins situés sous le Heartland, le cœur du monde, défini par Mackinder en 1904, lorsqu'il dit « Celui qui conquiert ce Heartland
possède aussi l'Eurasie. Et à qui appartient l'Eurasie appartient le monde. Und wem Eurasien gehört, gehört die Welt. Halford Mackinder, ja. Halford Mackinder, un géographe britannique, donne en 1904 une conférence devant la Royal Geographical Society. Il y explique que si les puissances maritimes veulent conserver le contrôle du monde, leur influence mondiale, elles doivent dominer l'espace eurasiatique. Et pour cela, il faut le diviser. Exactement, exactement. Et depuis qu'ils ont ça, et comme je l'ai dit, ils ont aussi pris le contrôle de l'île de Diego Garcia. La population de l'océan Indien, eh bien, elle a tout simplement été évacuée sans qu'on lui demande son avis. Elle a porté l'affaire devant la Cour internationale de justice. Et elle a obtenu gain de cause, avec cette condition: dès que cette île ne sera plus importante pour la politique américaine, ils pourront y retourner. Revenons à ce concept des 7 pays. Les États-Unis le mettent-ils toujours en œuvre aujourd'hui? Existe-t-il une stratégie à long terme? Oui, ils mettent cela entièrement en œuvre. Et ces pays, cela est lié aux documents qu'ils ont adoptés en 2014. Donc, sous Wolfowitz, il y avait ce concept de formateur, appelé 525-5. Il portait sur les armées multidimensionnelles au début du XXIe siècle. Les multidimensionnelles, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire des forces armées qui peuvent être déployées partout dans le monde, partout. Multidimensionnelles, partout. Ce concept décrit donc le fait que les États-Unis peuvent mener plusieurs guerres simultanément, à distance. C'était ce qu'ils avaient prévu au départ, oui. Et c'était donc ce concept de... En 1994, par Wolfowitz. Il s'agissait donc de l'objectif, c'est aussi la doctrine Wolfowitz, l'ordre mondial unipolaire des États-Unis. Et pour cela, au début du XXIe siècle, il fallait cette armée complète, capable de frapper partout et même en plusieurs endroits à la fois. Or, cette armée est déjà en place. Nous sommes au début du XXIe siècle, et ils y étaient arrivés. Il faut simplement le reconnaître sans jalousie. Malgré certains revers, ils ont, dans l'ensemble, connu un grand succès. Ils mettent leur plan. Not only bestep carried l'attaque que le dernier pays qui figure sur la liste. Oui, c'est une chose, mais l'Iran a aussi été ajouté à une nouvelle liste. Il figure donc sur plusieurs listes. Et puis, comme je l'ai dit, il y a aussi eu la révolution de couleur pour mettre cela en œuvre. Donc les révolutions de couleur qui ont surtout été appliquées en Europe de l'Est. Cela aussi, oui. Et ce document de 1994 comporte 2 sections centrales très importantes. D'abord, les opérations, c'est son terme à lui, autrement dit, des opérations autres que la guerre. Il y est montré que les forces armées disposent, à travers des mesures de maintien de la paix à l'extérieur, d'un levier direct pour parvenir effectivement à une guerre, soit une guerre régionale ou limitée, soit une guerre mondiale. Comment ça se passe? C'est ce que j'entends souvent dans mes contacts. Kräfte in das Land kommen, mehr oder weniger, die dann subversiv tätig sind und die Kontakte zu dem Widerstand aufnehmen und so weiter. Da fließen dann schon mal die Gelder und wie auch immer. Dieses Land in diesem Krieg. Ce pays peut être entraîné dans cette guerre par ses forces. Ensuite, nous avons des mesures de réduction des armes, avec le rassemblement des armes dans le pays. Et pendant ce rassemblement des armes, cela se fait bien sûr déjà. D'abord désarmer, puis renforcer l'opposition intérieure, déstabiliser ainsi un gouvernement, accroître la pression de l'extérieur et provoquer ensuite un changement de régime pro-américain. Désarmer, bien sûr, les forces que l'on redoute dans le pays. Elles doivent naturellement être désarmées.
et les armes sont données aux autres. En gros, c'est donc tout un ensemble de mesures. L'aide en cas de catastrophe en fait aussi partie. C'est partout où elle peut ensuite introduire ses forces subversives dans le pays. C'est l'objectif. Ce sont les opérations, les PSYOP, et l'armée américaine est très fière de constater qu'elle y est parvenue assez souvent. Et il s'agit de dominer les ressources et d'exercer un contrôle géostratégique. Il s'agit de la domination mondiale. Il s'agit de l'ordre mondial unipolaire. Que peut-on apprendre de la guerre contre l'Iran, menée en violation du droit international par Washington et Tel Aviv, sur la guerre moderne? La méthode consistant à déstabiliser les pays, y compris l'Iran, ce qu'il a essayé de faire, il va maintenant essayer de le faire aussi. Donc c'est un fil rouge. Cette doctrine, qui a certes déjà pris fin en 2014, celle de 1994, qui a duré 24 ans, sur 2 décennies, elle est en quelque sorte achevée. Mais il y a un autre point central, et c'est le plus important. Ils ont la transition du monde. Ils ont 2 décennies de transition du monde, de 1994 à 2014, avec des troubles et la guerre. Voilà la transition. Et cette transition passe par des étapes. Elles sont définies. La première, c'est le soulèvement, le conflit. La crise, le conflit. Pour faire cela, il faut ces opérations autres que la guerre. Tout est lié. C'est une directive, un guide à l'intention de l'armée américaine, datant de 1994. On peut tout y lire. Et il faut bien dire qu'ils y sont très bien parvenus, à l'exception de l'Iran, où l'on essaye encore actuellement. Jusqu'à présent, il a pu s'y soustraire. C'est donc un concept, exercer une influence pour déstabiliser, afin d'établir, pour ainsi dire, une hégémonie. Il s'agit de l'ordre mondial unipolaire. C'est la doctrine Wolfowitz qu'il faut mettre en œuvre. Et c'est le combat dans lequel le monde se trouve aujourd'hui. Depuis lors, le monde est engagé dans ce combat. Monde unipolaire contre monde multipolaire. Et un monde unipolaire, c'est évidemment l'Occident doré, le milliard doré. Je dois dire qu'on devrait avoir honte de dire une chose pareille, parce que le reste du monde répond aussitôt. Pourquoi êtes-vous le milliard doré? Parce que vous nous avez tout pris. Vous nous avez tout enlevé, plus ou moins, au cours des derniers siècles. Et je pense que ce nouvel ordre mondial multipolaire, notamment porté par le Sud global, ce sont les pays qui ont tellement souffert du colonialisme britannique pendant plus de 400 ans, ou des guerres menées par les États-Unis ces 100 dernières années, que nous ne trompons pas un ordre mondial unipolaire. Lors de la conférence de Munich sur la sécurité, en février 2026, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a dit « Oui, pendant 500 ans, ça a bien fonctionné. Après 1945, avec le monde unipolaire, certaines choses ont dérapé. Donald Trump remet cela à l'endroit, et nous devons revenir à une forme de conception néo-impériale, néocoloniale. Nous le ferons volontiers avec les Européens, mais, si nécessaire, nous le ferons aussi seuls. » Oui, je pense que c'était honnête. Il faut simplement le reconnaître. Ils vont le mettre en œuvre, y compris sous Trump. Il s'agit de Make America Great Again. Ce qu'ils font maintenant, ce sont des manœuvres stratégiques pour détourner l'attention d'un côté. Mais l'objectif est tout à fait clair. À mon avis, il s'agit de l'ordre mondial unipolaire. Et il s'agit du fait que les États-Unis sont au fond économiquement en faillite, plus ou moins. Ce que nous avons vécu avec le sabotage du gazoduc. Puis, Biden qui a dit « L'industrie allemande, vous ne pouvez plus produire en Allemagne en couvrant vos coûts, mais venez chez nous. Nous aurons des subventions, vous aurez des sites, nous vous aiderons. » Bien sûr, parce que les États-Unis doivent aussi reconstruire leur économie, ils doivent la rendre à nouveau compétitive. Et évidemment, c'est très bien pour eux si les entreprises allemandes viennent et prennent cela en charge. Im Brahmis Gaulis
En temps de crise, Washington augmente le tribut imposé à ses vassaux. Absolument. Il s'agit vraiment de cet affrontement. Et cet affrontement a ensuite été décrit dans le document suivant de Stratfor en 2014, soit 6 mois après le Maïdan, en septembre 2014, un coup d'État orchestré par l'Occident en Ukraine. Exactement, sans ambiguïté. Et Madame Nuland a bien dit, nous avons investi au total 5 milliards de dollars américains en Ukraine, et maintenant, nous voulons aussi en récolter les fruits. Ce qui fonctionne jusqu'ici, fonctionne. L'argent vient d'ailleurs, c'est-à-dire d'Europe. On l'aspire d'Europe, pour ainsi dire, avec un aspirateur, principalement bien sûr d'Allemagne. En passant par Kiev, il retourne ensuite dans les poches, certainement. Avec pour conséquence indirecte que déjà 2 millions de personnes ont perdu la vie. Oui, enfin, les gens qui font ça font preuve d'un tel mépris pour les êtres humains. Ça ne les intéresse pas du tout. Revenons un instant à la guerre contre l'Iran. Selon ta théorie, il s'agit donc manifestement d'une guerre par procuration. Que pouvons-nous apprendre de cette guerre? Toute la guerre a un manteau, qui a un toit. Et ce toit a été construit 1 an et demi après Maïdan, en septembre 2014, avec cette nouvelle directive de Tradoc. Tradoc, c'est aussi la directive 525.3.1. Et elle est intitulée « Gagner dans un monde complexe de 2020 à 2040 ». Et qu'est-ce qui est écrit là-dedans? Comment veulent-ils le mettre en œuvre? Oui, ils veulent le mettre en œuvre ainsi. Avec leurs armées à pleine dimension, au début du XXe siècle, ils pensaient pouvoir faire cela simultanément. Maintenant, ils constatent que ce n'est pas possible, parce que l'adversaire, la Russie, mais aussi la Chine et l'Iran, sont devenus nettement plus forts qu'au moment où tous ces projets ont été élaborés. Et c'est écrit là, au point 2.4, sous la rubrique « Nouveaux conflits » ou « Conflits futurs ». C'est « Conflits futurs ». Il y est écrit que les forces armées, c'est-à-dire l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, le commandement général, le commandement cyber, doivent se préparer au cours de ces 2 décennies, de 2020 à 2040. Il reste donc encore 16 ans à réduire la menace venant de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord et de l'Iran. C'est cela. La frappe de décapitation a donc échoué malgré l'assassinat du dirigeant iranien Ali Khamenei. Ce concept fonctionne-t-il? Évidemment, ça ne tient pas. Si l'on tue les vieux militaires, les vieux généraux aux cheveux gris, ceux qui ont un peu plus de 60 ans, bon, peut-être que cela a un effet à court terme. Non, je ne le crois même pas. Derrière eux, il y a les jeunes généraux qui n'ont peut-être pas encore 50 ans. Ils ont une toute autre combativité, Et ils seront tellement en colère qu'ils réagiront tout autrement. Je pense donc qu'on obtient exactement l'effet inverse. Peut-être que c'était voulu. Peut-être qu'on voulait les provoquer jusqu'au sang pour qu'ils ripostent effectivement, de manière aveugle, sans réfléchir. Mais ils ne le font pas. D'après ce que je peux en juger, ils agissent de façon très ciblée, parfois aussi de manière asymétrique, et ainsi de suite. Ils ne se laissent pas provoquer. Le professeur iranien Marandi, que j'estime beaucoup, a dit que la guerre contre l'Iran est une guerre asymétrique, calibrée dans le temps, comme il le dit. Autrement dit, ce qui se passe est planifié de bout en bout. Cela se produit successivement du côté de Téhéran. Oui, de leur part, certainement. Mais est-ce que c'est bien maintenant? Eux aussi doivent évidemment, il y a 2 acteurs, ou 3 acteurs. Il faut donc voir que font les Américains et que font les Israéliens.
Il y a évidemment aussi différents scénarios en jeu. Je pense, prenons simplement la situation économique. Si le détroit d'Ormuz est bloqué, il n'est pas bloqué comme ça, il est praticable pour les amis, il n'est bloqué que pour les ennemis. Et les États-Unis veulent forcer le passage. Et Trump est furieux que les alliés occidentaux ne soutiennent pas cela de cette manière, quoi qu'il en soit. Dans ce qui se joue ici, on lance beaucoup d'écrans de fumée. Il pourrait aussi se faire que ce conflit, comme celui en Ukraine, continue de couvert encore longtemps. Nous avons cette fenêtre de temps jusqu'en 2040. Et bien sûr, nous devons aussi voir que nous avons ces documents stratégiques, mais qu'au sein des états-majors, on débat naturellement de la voie à suivre. Est-ce qu'on fait comme ceci? La situation a changé. Et là, c'est la première chose qui s'est produite. Cela fait maintenant déjà 1 an et 4 mois qu'on a dit « nous ne pouvons plus faire les choses de la même manière ». Cette prise de conscience existe déjà. Nous devons procéder par séquence. Et procéder par séquence signifie que l'Europe doit maintenant, bien sûr, continuer à maintenir la Russie dans la guerre. La Russie doit continuer à s'user. Et pour cela, on peut ouvrir un autre théâtre de guerre. Les Européens sont donc censés maintenir la Russie occupée en européanisant la guerre en Ukraine. Et les Américains auront alors les mains libres pour d'autres conflits. C'est pour ça que je considère aussi que tout ce qui se passe ici, c'est du théâtre. L'Europe se prépare. Et là, au fond, on est dans ce que l'Angleterre et la France ont aussi l'intention de faire. Maintenant, elles sont ensemble contre l'Allemagne, avec la Russie, puis maintenant, avec l'Allemagne contre la Russie. C'est donc aussi une grille de lecture dans tout ce conflit. Le point de vue des Britanniques, celui de Starmer par exemple. Au final, il y a tellement d'intérêts en jeu ici, et ils ne sont pas du tout pris en compte. Mais le seul qui ne comprend vraiment rien, qui n'a rien compris en 2014 et qui ne comprend toujours rien aujourd'hui, c'est le Michel allemand. En Iran, les dirigeants à Téhéran voient les choses ainsi. Les Américains veulent nous bombarder. Nous réagissons en attaquant de manière ciblée des bases militaires américaines, avec l'aide chinoise, avec des données satellitaires chinoises. Mais nous attaquons aussi les installations de production de gaz et de pétrole, ainsi que les installations de production d'hélium. Et nous fermons le détroit d'Ormuz pour frapper au cœur l'économie occidentale, avec des répercussions jusque sur les marchés boursiers. Puis, dans un deuxième temps, nous aidons les Houthis à bloquer la mer Rouge et par conséquent le canal de Suez. Ainsi, avec des moyens minimes, nous pouvons paralyser de larges pans du commerce mondial et plonger l'économie mondiale dans une crise. Le concept est bon. Il est tout à fait bon. Mais il a un tout petit défaut. Il est vraiment bon. Mais il y a encore un autre acteur. Je dois regarder. Que fait cet autre acteur? Et je pense que ce qui s'est passé, perturber à ce point l'économie mondiale, que tout soit à l'arrêt, que la Chine soit touchée, que l'Europe soit de toute façon touchée, ici, et que les États-Unis le soient en partie, seulement en partie. Ils ont encore des ressources. Ils ne sont pas forcément touchés complètement, mais seulement partiellement. Les États-Unis ont leur propre gaz, l'Europe ne l'a pas. Et cela peut être l'astuce, que les Américains, ou certaines forces, nous devons sans cesse voir que dans ces décisions, dans le choix de la voie à suivre, il y a différentes forces, et que cela peut aussi changer. Ce n'est pas uniforme, mais cette idée de les laisser faire, les Iraniens. Ou alors, entre-temps, ils l'ont compris, je ne sais pas. Super concept. Ils touchent quelque chose, ils réussissent, ils détruisent tout ça. Le monde doit maintenant se passer du pétrole iranien. Quelles en sont les conséquences? Cela a évidemment des conséquences massives pour beaucoup d'autres. Et puis, et ça pourrait être l'idée de certains planificateurs américains, des planificateurs militaires, ou aussi de responsables politiques qui disent « Si les autres sont ainsi mis à genoux, alors on peut leur dire « Nous, on vous donne du pétrole ».
nous. Mais vous devez être de notre côté dans la guerre. Vous devez faire la guerre à l'Iran. Donc qu'on puisse utiliser certains cercles comme levier. Quand l'Empire subit des pressions de l'extérieur, happy. On pourrait le dire ainsi. Et surtout, avec ces mesures, l'Iran contribuerait en plus à ce qu'on puisse alors réellement les contraindre à combattre l'Iran aux côtés des États-Unis. Il y a aujourd'hui un changement fondamental dans la conduite moderne de la guerre. Avant, il y avait de grandes formations de chars qui avançaient. Aujourd'hui, ce sont les drones, parce que le champ de bataille est entièrement surveillé et qu'il perturbe tout regroupement. Avant, il y avait des frappes aériennes massives menées par des flottes de bombardiers et de chasseurs bombardiers. Aujourd'hui, ce sont des missiles hypersoniques qui s'en chargent et qui peuvent aussi toucher n'importe quel chasseur. Avant, il y avait des porte-avions opérant dans le monde entier. Aujourd'hui, comme nous l'avons vu, ces porte-avions peuvent être mis hors d'état de nuire pendant des semaines avec des drones bon marché. Qu'est-ce qui a changé? C'est toute la conduite de la guerre qui a changé. On est passé de la hard power à la soft power. Et là, on en revient en fait au sujet d'omnivore. Omnivore, comment le décrire? C'est la guerre qui va de la cellule humaine jusqu'à la stratosphère. Il faut m'expliquer ça. On intervient dans la cellule humaine pour transformer complètement l'être humain par le transhumanisme et tout ce qu'on peut faire dans ce domaine, afin qu'il devienne le combattant invulnérable sur le champ de bataille. Comment fait-on cela? On le fait par exemple en intervenant dans les interfaces cerveau-machine. Parfois, ce n'est même pas nécessaire. On peut déjà aller si loin qu'on peut les influencer ainsi dans leurs sensations Mauen, qu'il s'agisse de ses propres soldats ou des soldats ennemis, et ainsi de suite. Donc cela va très profondément. Et c'est ce que le professeur Hughes a décrit ici, à partir de 2020, comme omnivore. C'est lui qui a forgé ce terme pour la première fois. Et il a dit que le commencement, donc 2019, c'était l'échec du capitalisme avec son système d'État de surveillance. Et c'est pour cela qu'en 2020, comme étape préalable à cette troisième guerre mondiale, il y a aussi eu la pandémie. La mobilisation de la peur. Exactement, c'est la peur. Et c'est de cela qu'il s'agit. Cela fait aussi partie de cet omnivore, mettre les gens dans la peur comme état permanent. Exactement. Et avec cet omnivore, cela passe donc par le transhumanisme, par la guerre cognitive, et ainsi de suite. Et l'omnivore se retourne alors contre l'être humain. Au bout du compte, il s'agit d'asservir les êtres humains. La nouvelle guerre qui est menée ne se mène plus avec des armées de chars ou quoi que ce soit d'autre. Elle est menée contre ces êtres humains, exclusivement contre ces êtres humains. George Orwell l'a écrit dans son roman dystopique 1984. La guerre moderne ne vise pas l'ennemi extérieur. Il s'agit de membres de domination à l'intérieur. Exactement, exactement. Et c'est ce qui se passe ici. Et maintenant, c'est vraiment intéressant. Et là, je reste encore étonné. En octobre de l'année dernière, ce Training and Doctrine Command a été transféré dans un nouveau commandement. Les parallèles avec 73 sont évidents. Les États-Unis sont en train de perdre la guerre en Ukraine, leur guerre par procuration, un peu comme au Vietnam à l'époque. Et aujourd'hui, aux États-Unis, il n'y a plus de manifestations comme en 1973. Les États-Unis se dirigent peut-être vers une guerre civile. Alors là, il faut des moyens complètement différents, quelque chose de tout autre. Et c'est ça, ce nouveau commandement. C'est son intitulé. Et là, franchement, tout devient clair. C'est évident. Il s'appelle désormais US Army Transformation and Training Command, donc transformation. Et il s'agit de la transformation de l'être humain.
Et là-dedans, il y a tout ce que le Pentagone fait depuis 1980. Le transhumanisme, les interfaces entre l'humain et le corps et tout le programme. À quoi ressemblent donc ces interfaces homme-machine? Ça, il faut me l'expliquer. Moi non plus, je ne suis pas très au fait de ça, Monsieur Bab. Ce sont des développements scientifiques. Le fait est qu'on y travaille dans le monde entier, de telle sorte que les différents secteurs ne savent pas ce que font les autres. Au final, seul T2 Command sait ce qui est réuni. Eux le savent parce qu'ils ont une vue d'ensemble à l'échelle mondiale de toutes les recherches qu'ils font mener, et ainsi de suite. Et je suis convaincu qu'il s'agit vraiment du contrôle absolu de l'être humain. Et même pas seulement de la formation de la volonté. Il s'agit bel et bien de la perception et de la formation de la volonté. T2 Command veut tout contrôler. La perception de chaque individu, ce qu'il est autorisé à percevoir, ce qu'il peut et doit faire, et la manière dont on peut le contrôler. Dans le concept de guerre cognitive de l'OTAN, il est écrit « Nous ne voulons pas changer le contenu de la pensée, mais c'est la structure de la pensée. » Oui, ça aussi. Mais la guerre cognitive, c'est un sous-point. C'est déjà dépassé depuis longtemps avec Omnivore. On est déjà passé à l'étape suivante. Alors bien sûr, certains éléments seront encore repris, c'est tout à fait clair, surtout tant que l'autre dispositif n'est pas entièrement opérationnel. Mais rien que ce commandement, le T2 Command, Transformation and Training Command, c'est tellement évident ce qui est prévu ici. Et quand on y regarde de près, je dois constater que moi j'essaie toujours de suivre ce qui s'y passe. On écrit peu de choses là-dessus. Parce que les gens ne comprennent pas. Quel domaine couvre Omnivore? Omnivore couvre tous les domaines. Omnivore, c'est donc la chaîne stratégique d'Omnivore. Elle va vraiment du transhumanisme, c'est-à-dire modifier l'être humain, lui donner des capacités particulières ou pas, ou faire le contraire. Donc tout ce qui se fait ici y est inclus. Ensuite, nous avons déjà parlé de la guerre cognitive. Et puis, bien sûr, il y a l'intervention sur l'être humain, sur ce qui est originel, jusqu'à la cellule qu'on transforme. Il ne recule devant rien, absolument rien. Le champ de bataille central, on peut aussi le lire dans des documents de l'OTAN, c'est le cerveau humain. Exactement, exactement. Et maintenant, ils ont créé un commandement, ils ont remplacé l'ancien qui date de 1973 par un nouveau, tout à fait moderne. Mais cette guerre, l'ancien document, lui, continue d'exister. Donc ce document, Win in the Complex World 2020 à 2014, est certes modifié. Il faut bien l'adapter, parce que la planification de 2014 est un peu dépassée. La Russie a évolué tout autrement, et la Chine de toute façon. Et je dois dire que, l'an dernier, en septembre, j'ai fait un circuit de 14 jours à travers la Chine. Je voulais me faire une idée comme je l'avais fait en Sibérie en 1967. Et je dois dire que je n'en revenais tout simplement pas. Quelles innovations techniques, quelle maîtrise technique. Et là, en tant qu'ingénieur, je dois le dire moi-même, nous avons complètement perdu le contact. Et un pays qui s'est aujourd'hui autant développé dans les infrastructures, je fais alors le rapprochement et je me dis, ils doivent aussi avoir cela dans le domaine militaire, je pense. Cela veut dire que l'Occident combat son déclin par des moyens militaires. Oui, exactement. Pour moi, c'est tout à fait clair. L'impression que j'ai eue de la Chine aujourd'hui par rapport à la Russie de 1967, c'est à 180 degrés. Complètement différent. Nous avons... Oui. Récemment, 7 millions d'Américains ont manifesté contre l'attaque d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. En Allemagne, rien. Tu peux m'expliquer ça. Nous le pouvons. C'est notre histoire.
C'est notre culture de la mémoire. Il n'y a pas grand-chose à expliquer. Donc oui, c'est durable. Et surtout parce que c'est immédiatement sanctionné. Je dois parfois me demander moi-même, pourquoi est-ce que j'écris là-dessus, alors que je pense le faire avec beaucoup de prudence, mais que je n'aborde pas consciemment certains points, parce que je sais que je vais seulement me faire taper dessus. Il ne s'agit pas de faits, il ne s'agit pas de choses. Moi aussi, je suis allé en Israël. J'étais ami avec Rolf Verleger, partisan de la paix et de la réconciliation. Je lui ai rendu visite à Jérusalem et je suis aussi allé avec lui dans son village de paix, Neve Shalom. Alors je suis allé chez lui et lui est venu chez moi. Nous avons travaillé ensemble ici. Et lors de sa dernière visite chez moi, c'était peu avant sa mort. À 17 ans, après la Seconde Guerre mondiale, il est parti de Roumanie pour Israël. Et là, il a pleuré. C'est vraiment un juif croyant. Un juif croyant, oui. Un homme de paix. Un homme de paix et de réconciliation, il faut le dire. Et il a dit que la violence exercée ici par Israël n'était pas compatible avec le Talmud ni la Torah. Pas compatible. Et il a dit que s'il n'y renonçait pas bientôt, il craignait qu'un jour, Israël n'existe plus. Et là, il a pleuré. L'Empire des États-Unis, cet empire est aussi un empire du chaos. Créer le chaos dans d'autres pays pour maintenir la structure de domination. Indication très importante. Les néoconservateurs, justement, avaient déjà, dans leurs documents de 1986-1987, A New American Century. Trump s'appuie là-dessus avec MAGA et Make America Great Again. Et ils avaient déjà reçu cette ligne de leur philosophe, le philosophe des néoconservateurs, Leo Strauss. Leo Strauss leur a inculqué ceci. Vous devez faire la guerre partout dans le monde, mais ne jamais y mettre fin. Et selon le droit de la guerre, c'est ainsi. Si je fais la guerre à un autre pays en tant que belligérant, une fois que j'ai gagné, je suis immédiatement tenu d'y rétablir un ordre approprié, de veiller à ce que les gens n'aient plus à subir de nouvelles souffrances, et ainsi de suite. C'est prescrit. Mais eux ne le font pas. Ils bombardent tout cela en retour, et regardent aussi les combats entre factions rivales continuer à se déplacer, plus ou moins. Peut-être même qu'ils les orientent. Et il dit, vous devez créer le chaos dans le monde entier, puis en faire pour vous-même un chaos créatif. Face à un monde chaotique, à un monde marqué par un nouveau siècle de guerre, que conseilleriez-vous aux citoyens allemands en tant qu'historien militaire? Je ne peux donner qu'un seul conseil. Je n'ai vraiment pas grandi en étant pacifiste. Mais en 1962, pendant la crise de Cuba, j'avais 16 ans. J'ai toujours été quelqu'un qui réfléchissait à la politique, même déjà jeune, à l'école. Et j'ai suivi cela de très près. Bien sûr, j'ai aussi craint qu'on en arrive à une guerre nucléaire, parce que la peur de cette guerre nucléaire était palpable partout en 1962. Ça m'a marqué, évidemment. Et la flotte américaine de bombardiers nucléaires était déjà en vol contre l'Union soviétique. Elle était déjà en l'air. Robert Kennedy a ensuite vraiment décrit tout ce qu'il avait dû faire pour les faire revenir, parce que son frère John F. Kennedy était en discussion avec Khrouchtchev. Il lui téléphonait et il essayait de faire revenir la flotte de bombardiers. Donc vraiment, ça tenait qu'à un fil. C'est mon impression. Que signifient ces expériences aujourd'hui pour les gens qui vivent aujourd'hui en Allemagne? Ils devraient être présents partout. Mais ce qui se passe ici, aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Les Allemands dorment-ils en allant à leur perte? Non, ils ne dorment pas en allant à leur perte. Ils sont dans un coma profond. On ne peut pas les réveiller. Dans mon sommeil, je pourrais mettre un réveil, non? Les Allemands sont plongés dans un profond coma, dans un monde qui se dirige vers une guerre totale.
et c'est dangereux, affirme l'historien militaire Wolfgang Effenberger. Nous vous présentons aussi des positions et des perspectives que les médias de propagande passent sous silence. Restez avec nous. Medien verschweigen. Bleiben Sie dran.